En 1950, au-dessus des montagnes des Balkans, le trafiquant d'armes Anatole vole dans son avion privé. Soudain, il entend un bruit, en se retournant, son assistant explose, provoquant un trou dans la paroi. L'avion commence à descendre, alors Anatole se précipite dans le cockpit et donne au pilote des conseils sur quoi faire. Quand un moteur prend feu, le pilote panique et crie sur Anatole parce qu'il avait ignoré ses avertissements de ne pas voler ce jour-là. S'ils survivent, le pilote le dénoncera aux autorités de l'aviation. Anatole décide de le licencier, éjecte le siège du pilote avant de prendre le contrôle de l'appareil. Quelques instants plus tard, l'avion s'écrase dans un champ de maïs et la mort d'Anatole est annoncée aux informations. Son âme se retrouve dans l'au-delà, auprès de sa grand-mère qui ne semble pas le reconnaître. Un tribunal divin débat pour savoir si Anatole mérite le paradis avant qu'il ne se réveille dans l'épave, gravement blessé mais vivant. Il traverse le champ de maïs et interrompt un journaliste en train d'interviewer le pilote à la télévision, ce qui oblige tous les journaux à annoncer qu'il est vivant. Plus tard, dans son manoir, Anatole est soigné par une équipe d'infirmières. Pendant ce temps, une organisation secrète dirigée par Excalibur discute d'Anatole, recherché pour fraude fiscale, profiteering, fixation des prix et corruption, et tous conviennent qu'il est temps de le faire tomber une bonne fois pour toutes. Une fois rétabli, Anatole organise une rencontre avec sa fille unique Liesl, qui est nonne, et lui annonce qu'elle est l'héritière exclusive de sa fortune, au lieu de ses 9 frères. Anatole a toujours ignoré ses fils biologiques et adopté des orphelins qui observent la scène depuis le balcon. Liesl, qui n'a pas vu son père depuis 6 ans, se méfie de cette décision soudaine. Il explique qu'il veut qu'elle le venge si ses ennemis le tuent, puis lui montre plusieurs caisses, son projet le plus important appelé le plan phénicien. Liesl l'interrompt pour demander des nouvelles de sa mère, dont elle a entendu dire qu'Anatole l'a tuée, ainsi que toutes ses épouses. Anatole nie et assure n'avoir jamais tué personne, jurant avoir beaucoup aimé la mère de Liesl, ce qui n'explique pas pourquoi il l'a abandonnée dans un couvent à 5 ans. Ignorant ses doutes, il décrit le contenu des caisses. Plan pour un barrage, un canal, un tunnel, une main-d'œuvre massive, des négociations avec des barons du transport maritime, de l'exploitation minière, du chemin de fer, et des accords avec des magnats des banques, de l'immobilier et du marché noir, visant à prendre le contrôle des entreprises en Phénicie grâce au travail forcé. Ils sont interrompus par un garçon qui tire une flèche enflammée qui tombe sur une caisse, mais le majordome éteint le feu. Anatole sort pour calmer ses fils indisciplinés. Liesl remarque alors que le nouvel assistant de son père, Bjorn, est là pour dire bonjour. À son retour, Liesl demande ce qu'il y a dans la dernière caisse. Anatole répond que c'est le vide et qu'ils en parleront plus tard. Il veut qu'elle quitte l'église pour l'aider, mais elle reste méfiante. Il déjeune avec Bjorn, qu'Anatole soumet à un test polygraphique pour s'assurer qu'il n'est pas un espion. Dans les jours suivants, Anatole continue d'ouvrir ses marchandises de contrebande pendant que Liesl analyse les contenus, horrifiée par l'immoralité du plan mais se demandant si elle doit le suivre pour hériter et pouvoir aider les gens à l'avenir. Bjorn commence à instruire les garçons, et Liesl remarque leur manque d'affection familiale. Un matin, Anatole confie à Liesl que sa mère n'a pas fait de suicide, comme officialisé, mais qu'elle a été assassinée, et il soupçonne son demi-frère Nubar, avec qui il entretient pourtant des affaires. Liesl veut se rapprocher de son oncle pour le faire condamner, accepte de signer l'accord et de rejoindre le plan. Pendant ce temps, Excalibur présente le Rivec à sable, utilisé dans la plupart des projets d'ingénierie, vendu habituellement 10 pour 5 cents, et prévoit d'augmenter fortement le prix pour gêner Anatole. La nuit, Anatole apprend cette manipulation du marché et réveille Liesl pour agir rapidement. Les rivets et tous les matériaux de construction voient leur prix augmenter, ce qu'il interprète comme un sabotage. Il annonce leur départ en avion privé, ayant embauché 2 incendiaires prêts à brûler la maison pour toucher l'assurance si nécessaire. Ils doivent renégocier avec chaque partenaire du plan. Excalibur informe son conseil que Anatole est en mouvement, et qu'une série d'attentats l'a gravement blessé à la tête. Pendant le vol, Liesl remarque une caisse étrange, Anatole explique qu'il s'agit de grenades à main. Elle demande s'il les a déjà utilisées, mais il refuse de répondre. Anatole fait repasser un test polygraphique à Bjorn et lui confie son sac d'argent. Liesl et Bjorn font connaissance, Bjorn avoue ne pas croire en Dieu et appelle Liesl « charmante ». En approche d'atterrissage, Anatole révèle qu'il n'a pas de passeport, étant citoyen de nulle part, sans besoin de droits humains. Soudain, un bruit retentit et Anatole mentionne calmement la bombe de la dernière fois, ce qui fait prier Liesl. Plus tard, ils arrivent sur une montagne où un tunnel ferroviaire est en construction. Tandis qu'ils observent le chantier, Anatole confie à Liesl qu'il ne l'a jamais oublié, que ces gens ont espionné sa vie pendant toutes ces années. À ce moment, un groupe d'assassins arrive à dos de chameau, Anatole ordonne au chauffeur d'aller chercher les grenades dans la voiture tandis que Liesl sort un couteau. Mais le chauffeur est immédiatement abattu. Avant que le reste du groupe ne soit également pris pour cible, le prince Farouk et son garde du corps arrivent en tirant pour effrayer les assassins. Farouk complimente la beauté de Liesl et regrette qu'elle soit nonne, avant de lui offrir un couteau plus élégant, auquel Anatole répond en lui offrant une grenade. Ensuite,
Ils explorent le tunnel qui tremble lorsqu'ils le traversent. Liesl s'inquiète de la sécurité du tunnel encore en construction, mais Anatole la rassure. Farouk et Bjorn lui proposent chacun de lui tenir la main pour la réconforter, ce qu'elle refuse. À la sortie du tunnel, ils trouvent des ouvriers et les frères financiers Leland et Regan, furieux qu'Anatole ait modifié leur contrat pour augmenter leur contribution au projet. Après une dispute infructueuse, Anatole propose de régler ça par un match de basket. Les frères joueront contre Anatole et Farouk, qui n'a jamais joué. En attendant, Bjorn convainc Liesl de goûter à l'alcool pour la première fois et en profite pour flirter. Les frères provoquent Farouk avec des remarques grossières, ce qui le déconcentre et fait échouer ses tirs. Anatole, désespéré, raconte à Liesl l'histoire de sa naissance, expliquant qu'il a coupé son cordon ombilical. Il regrette de l'avoir envoyée au couvent où on l'a endoctrinée religieusement, alors qu'il voulait simplement la tenir éloignée de ses fils. Il révèle qu'elle porte le nom de sa grand-mère et qu'elle était la seule enfant qu'il voulait vraiment protéger, mais cela n'a pas été possible. Anatole défie les frères pour un dernier tir. Si Farouk réussit, ils gardent le contrat original, mais doivent couvrir 10% du déficit. S'il échoue, Anatole leur donnera tout l'argent qu'il a apporté. Les frères acceptent, Liesl prie pour Farouk qui réussit heureusement le tir. Plus tard, Anatole a une vision de l'au-delà où il offre un cerf à ses 3 épouses. En l'ouvrant, des pièces en tombent, et l'une d'elles annonce que Liesl n'est pas sa fille. Anatole se réveille alors dans son avion et dit à Liesl qu'elle a ses yeux. Elle regarde une photo de son oncle et remarque qu'elle a aussi ses yeux. Le téléphone sonne, c'est Bob, un partenaire du projet. Anatole lui dit que les frères ont accepté de couvrir tout le déficit. Liesl le gronde pour son mensonge, mais Anatole dit que c'est une stratégie. Soudain, Bjorn découvre une bombe qui explosera dans 18 minutes. Anatole lui dit de l'ignorer car ils atterriront dans 10. Cette nuit-là, le groupe visite le club de Bob où Anatole lui offre une grenade à main pendant que Liesl boit à nouveau. Pendant le dîner, Bob reçoit une lettre anonyme qui tente de le faire chanter pour couvrir le reste du déficit. Reconnaissant l'écriture d'Anatole, il y a une dispute où Anatole admet que les frères et Farouk ont accepté de ne prendre qu'un petit pourcentage du déficit. Leur dispute est interrompue quand une unité de guérilla menée par Sergio fait irruption et ouvre le feu pour voler le club et ses clients. Bob sort pour les affronter, les soldats tentent de le tirer dessus, mais Anatole se met en bouclier et prend la balle à sa place. Heureusement, elle ne le tue pas car des papiers dans sa poche ont ralenti la balle. Anatole fait enlever la balle par Bob et lui demande de la garder. Impressionné, Bob accepte de couvrir une partie du déficit. Plus tard, le groupe embarque sur un navire pour rencontrer le capitaine Marty, également partie prenante du plan d'Anatole. Marty connaît le déficit et refuse de le couvrir, mais Anatole jure qu'il est là pour une réunion symbolique et lui offre une grenade. Soudain, Anatole perd connaissance à cause de la perte de sang et a une autre vision de l'au-delà, où une Liesl l'enfant raconte au tribunal la nuit terrifiante de la mort de sa mère et comment son père lui a dit qu'elle ne vivrait plus là. Anatole réalise qu'il est jugé, les mains enchaînées, avant de se réveiller. Un marin effectue une transfusion sanguine entre Marty et Anatole, qui commence à révéler à Liesl de nouveaux détails sur sa mère, notamment qu'elle avait plusieurs amants, dont Nubar, frère d'Anatole, ce qui l'a beaucoup mis en colère. Il a écrit une lettre à Nubar en se faisant passer pour sa femme pour rompre, prétendant qu'elle était avec le secrétaire. Anatole pense que cela a poussé Nubar à les tuer tous les deux. Quand Liesl demande à son père s'il a aimé sa mère, il avoue qu'il ne l'a pas aimée, seulement appréciée, ce à quoi Liesl lui donne une gifle. Anatole s'excuse, surpris que Liesl le pardonne si facilement, affirmant qu'elle s'attendait toujours au pire de lui. Ensuite, Anatole donne à Marty sa nouvelle proposition, mais le capitaine la jette par la fenêtre. Une dispute éclate, Anatole sort une grenade et retire la goupille. Le groupe rit de cette situation absurde et Marty accepte de payer une partie du déficit. Pendant ce temps, Excalibur reçoit un autre rapport sur les mouvements d'Anatole, confirmant la présence d'un espion. Plus tard, Anatole rencontre sa cousine au second degré Hilda, lui demande sa main en mariage, précisant que Liesl restera l'unique héritière. Hilda prend la bague sans répondre, puis raconte à Liesl comment leurs grands-pères ont eu une querelle stupide qui a brisé la famille. Peu importe combien Anatole supplie, Hilda refuse d'aider à couvrir le déficit. Liesl lui demande si elle sait qui a tué sa mère ou si Nubar est son père, mais Hilda ne connaît que des rumeurs. Plus tard dans l'avion, Anatole ouvre une lettre contenant une directive d'urgence et apprend qu'une motion parlementaire a été adoptée pour l'arrêter. Il doit être chez un notaire avant midi demain ou il ira en prison. Pendant qu'Anatole demande au pilote de changer de route, Liesl entend Bjorn taper des doigts en code morse. Leur conversation est interrompue par Anatole qui active l'alarme d'urgence, le pilote a été empoisonné, et Anatole prend le contrôle de l'avion. Après l'éjection du pilote, un avion de chasse apparaît, ouvre le feu et endommage l'appareil qui s'écrase en forêt. Tout le groupe survit, mais le sac de Bjorn se déchire, révélant de faux mots de passe qui confirment qu'il est l'espion d'Excalibur. Après avoir changé d'attitude, Bjorn avoue ne pas se soucier d'Anatole et avoir juste suivi des ordres. Anatole tente de l'attaquer, mais Bjorn, entraîné, le maîtrise facilement. Honteux,
Anatole s'éloigne tandis que Björn dit vouloir changer de camp car il est tombé amoureux de Liesl. Soudain Anatole crie, le duo le trouve enlisé dans des sables mouvants. Anatole refuse leur aide, voulant se sauver seul, mais Björn se porte volontaire et Liesl l'embrasse. Attachant une liane autour de lui, Björn saute dans les sables mouvants. Anatole perd connaissance et a une vision de l'au-delà où il demande à Dieu d'être clément envers l'esclavage. À son réveil, il découvre que Björn l'a sauvé. Anatole se demande comment Björn a réussi le test du polygraphe. Björn explique qu'il a été formé à le tromper facilement. Le trio décide de passer la nuit dans le train écrasé et partage des histoires tristes de leur enfance misérable. Liesl annonce qu'elle ne veut plus travailler avec son père et souhaite retourner à l'église. Quelqu'un frappe à la porte, c'est Sergio et son équipe qui emmènent le trio dans leur avion. À leur arrivée, la mère supérieure est déjà là, elle dit à Liesl qu'elle n'est pas destinée à la vie religieuse et la renvoie du couvent. Anatole la remercie en donnant de l'argent pour la réparation de l'église. Il lui parle de ses visions et se demande s'il doit se faire baptiser pour un meilleur au-delà. Puis il conduit Liesl à un coffre-fort et lui fait prendre une boîte laissée par le notaire de son père. Anatole ignore ce qu'elle contient, Liesl promet de l'ouvrir plus tard. Au dîner, Anatole explique que les autres investisseurs se réuniront à l'hôtel Desert Palace pour la présentation du plan phénicien, il doit donc élaborer un nouveau plan, épouser Hilda et se faire baptiser pour être officiellement catholique. Il espère que cela, plus le baptême de tous ses garçons, convaincra le pape d'investir aussi. Ensuite, il demande à Björn de le présenter à Excalibur et jure de ne pas le laisser gagner. Plus tard, à l'hôtel, Anatole, Liesl, Björn et Sergio sont dans l'ascenseur, Anatole reconnaît l'opérateur comme un assassin, tout le monde se prépare, mais l'homme s'empoisonne pour se suicider. Avant d'entrer dans le bureau, Anatole demande à Liesl de le laisser l'adopter si elle n'est pas sa fille, elle accepte. Il rencontre enfin Nubar, qui refuse la grenade d'Anatole car il en possède déjà une. Nubar explique que la mère de Liesl a eu une liaison avec le secrétaire, probablement son père biologique, mais ni l'avoir tué. Une dispute éclate entre les frères, Anatole utilise le polygraphe pour prouver qu'il n'a tué aucune de ses épouses. Liesl ouvre la boîte du coffre et trouve des objets de famille, photos, lettres, capsules de gaz poison, cendres de son grand-père, et une clé. Nubar annonce qu'il quitte le projet, venu par curiosité. Dans l'ascenseur, Anatole dit à Liesl et Björn qu'il donnera tout son argent restant pour couvrir le déficit et acceptera même de payer les esclaves, espérant que cela donnera un sens à sa vie. Liesl est fière de lui car elle n'a pas besoin de fortune. Anatole annonce cela lors de la réunion, Excalibur l'entend via un micro caché. Tous les investisseurs signent les documents et Anatole leur montre une maquette du projet. Un serviteur l'interrompt pour dire que Nubar le cherche, Anatole quitte la réunion. Dans une autre pièce, Nubar dit à son frère qu'il a changé d'avis et veut faire ça lui-même. Anatole pense qu'il parle de l'affaire, mais Nubar révèle qu'il a envoyé les assassins après lui et essaie de l'étrangler. Une bagarre éclate, les frères tombent dans l'escalier, s'assaillent avec ce qu'ils trouvent, Anatole dévale encore les escaliers. Nubar lance une capsule de gaz poison qui rebondit sur le front d'Anatole sans se casser. Anatole la récupère et la jette sur son frère avant de s'enfuir. De retour dans la salle de réunion, Anatole voit Nubar apparaître sur la maquette, prêt à lancer une grenade. Anatole lui demande de communiquer, Nubar voit des flashs de sa famille et finit par s'auto-détruire avec la grenade, détruisant aussi la maquette. Une dernière vision de l'au-delà montre Anatole et Liesl remettant les cendres dans le coffre. Plus tard, Anatole vit une vie humble avec Liesl et tous les garçons, qui reçoivent enfin l'amour familial qu'ils méritent. Björn a quitté l'agence d'Excalibur et travaille maintenant dans une école. Hilda a annulé son mariage avec Anatole et a créé son propre camp. Anatole a ouvert un restaurant où Liesl l'aide comme serveuse. Quand Hilda rend la bague, Björn l'utilise pour faire sa demande en mariage à Liesl. Après une longue journée de travail, Anatole et Liesl profitent ensemble d'une partie de cartes. Liesl espère que le plan phénicien offrira au moins un travail honnête aux gens.